Jeudi politique. www.mazlec.net. L'invité du jour. Paul Adrien Adiaino Ivanga, président de l'Union des patriotes gabonais loyalistes, UPG loyaliste, une formation politique de l'opposition gabonaise. Paul Adrien Ivanga Adiaino, bonjour. Bonjour monsieur. Merci de répondre à notre invitation sur Jeudi politique dans Mazlec Info. Actualité internationale oblige, la mort de l'ancien chef de l'État français Jacques Chirac, un décès qui plonge la communauté internationale dans des avis diversifiés. Jacques Chirac en pro et contre, chacun y va de son commentaire. Quelle opinion vous faites-vous de l'ancien chef de l'État français? L'opinion que je me fais de l'ancien chef de l'État français est l'opinion d'un ressortissant du Gabon, donc un pays du tiers-monde, un pays de l'enclos colonial français. Donc de ce point de vue, je n'ai pas d'état d'âme, c'est un non-événement pour moi. Non-événement, est-ce à dire? Alors, du point de vue d'un Français, il est probable que Chirac ait été quelqu'un d'immense, une très grande personnalité. Moi, je retiens de lui qu'il était certes un séducteur, qu'il a séduit l'Europe, la France, mais je me place du point de vue du Gabonais que je suis, donc d'un pays néocolonisé qui a souffert des affres de la politique du président Jacques Chirac. De nombreux Africains y voient dans Chirac un collabo des dictateurs africains singulièrement. Moi, je dis simplement que Jacques Chirac était un faiseur de rois nègres. Il était le maître de la France-Afrique en son temps. Il a été un des individus qui ont perpétué le système Foccart. Et comme dit le poète John Berryman, l'infamie est soluble dans l'art de la séduction. C'était certes un séducteur, mais derrière cette séduction se cachait l'infamie. Il a été à l'origine de la mort, l'assassinat de Sankara. Il a été à l'origine de la guerre civile en Côte d'Ivoire. Il a été le soutien de Sassou Nguesso contre Lissouba. L'inventaire de tous les mots et les méfaits est très long en ce qui concerne Jacques Chirac. Il faut souligner que votre formation politique de l'opposition gabonaise est anti-système colonialiste quand même. Tout à fait, nous sommes anti-impérialistes. Anti-impérialiste, ok. Retour au Gabon avec autre fait d'actualité majeure, la tournée interprovinciale du directeur de cabinet du chef de l'État, Brice Lacruche Alianga. Peut-on également avoir votre éclairage, votre point de vue sur cette tournée qui a également fait couler assez d'encre et de salive? Cette tournée n'a pas fini de faire couler de l'encre et de la salive. Disons que c'est pratiquement une aberration. On n'a jamais vu un directeur de cabinet d'un chef de l'exécutif avoir autant de pouvoir au point d'assujettir son Premier ministre, le Premier ministre d'un gouvernement. Vous pensez que le Premier ministre est assujetti? Disons que peut-être qu'assujetti n'est pas le terme qui s'applique, mais il a préséance devant le Premier ministre. Pas officiellement, pas officiellement. Mais nous constatons, c'est factuel. C'est factuel, il a préséance. À partir du moment où il a préséance, que ça soit constitutionnel ou non, c'est les faits que nous constatons. Il est devant, c'est lui qui est célébré, c'est lui qui prend les initiatives, c'est lui qui organise. Donc, factuellement, il est celui qui gouverne. Qu'est-ce qui peut expliquer ce sorte d'imbroglio constitutionnel et politique au Gabon, qui fait d'ailleurs du Gabon, quelque part, la risée des États, ne serait-ce que dans la sous-région Afrique centrale? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce changement de donne curieux sur la scène politique gabonaise et au sommet de l'État singulièrement? Le Gabon est un pays atypique. Le Gabon est le laboratoire par excellence de la France-Afrique. C'est ici que se prépare tout ce que la France projette de faire ailleurs dans son enclos néocolonial. Moi, pour ma part, ce qui se passe se fait avec l'onction de la France. Et pourquoi vous soupçonnez la mémoire de Paris là-dedans? Mais tout simplement parce que il faut quand même dire que Brice Fargeon est un citoyen français. Il jouit de la double nationalité parce que né français.
Un fait qu'il tente de démentir quand même, il faut le dire. Il peut difficilement démentir être le fils de son père, puisqu'il s'appelle tout de même Brice Farjean, et les actes de naissance qui ont été présentés en font foi. Mais qu'à cela ne tienne, pour moi, il se trouve que au-delà de l'individu, d'ailleurs je ne m'en prends même pas directement à l'homme, je m'en prends tout simplement au système. Nous avons une constitution qui est très claire, et cette constitution définit les rôles des personnages politiques. Or, il se trouve que cette constitution, à aucun moment, n'attribue les pouvoirs au directeur de cabinet que nous constatons aujourd'hui. Donc là, il y a déjà une situation qui est, disons, rocambolesque. On est pratiquement dans le surréalisme. Moi, je me dis, en ce qui concerne le Gabon, simplement que nous sommes dans la culture de l'imposture qui est instituée, qui est érigée en système. Il s'agit désormais de la déconstruire. Et certains prêtent à Brice Lakrouchalianga Farjean pour vous reprendre des ambitions présidentielles. Est-ce que vous pensez que ce Français pur sucre, parce que le père et le maire, bien qu'adopté par un père gabonais, pourrait véritablement accéder au sommet de l'État avec la complicité de Paris que vous voyez justement en sous-main? Alors moi je me refuse de faire dans la spéculation. Je ne suis pas un médium et donc je ne saurais prédire si oui ou non M. Brice Farjean est candidat éventuellement à des futures élections. Parce qu'il faut déjà passer par une déclaration de la vacance du pouvoir. Pour moi, le constat, il est simplement factuel. L'homme est là, il est en train de dérouler un agenda qui ressemble plus à une campagne présidentielle. Nous en sommes là, c'est un constat. Ouais. Parlons de sa tournée dans l'étape de l'Estuaire qui a quasiment servi de boucle à cette tournée nationale. On a vu un cadre éminent du Parti démocratique gabonais, André Dieudonné-Bert, lors de l'accueil de Brice Lakrouchalianga, lui décerner comme ça des sortes d'attributs du pouvoir. Et plusieurs membres de la communauté mienais ou pongouais à laquelle vous appartenez ont crié naturellement au loup. Et parmi ces personnes qui ont donné de la voix, il y a eu la vôtre. En effet, moi, personnellement, j'ai été scandalisé de voir M. André Dieudonné-Bert s'attribuer des prérogatives de notables de la communauté pongouais, quand nous savons très bien que ce monsieur ne vit pas du tout au sein de cette communauté de ce statut. Maintenant, il est normal, puisque nous sommes supposés être en démocratie, que M. Bert ait fait le choix d'être un membre du PDG, et c'est tout à fait son droit. Qu'il soit considéré comme un doyen au sein du PDG, c'est encore le droit du PDG, mais que M. Bert se permette de faire l'amalgame entre le séculaire et le spirituel, là, il y a problème. Non seulement il y a problème parce qu'il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César, et nous sommes en République qui consacre la division, la séparation de l'Église et de l'État. Il est hors de question qu'on nous offre des spectacles aussi abracadabrantesques que celui auquel nous avons eu lieu avec la démonstration, la prestation de M. André Dieudonné-Bert, qui n'a fait finalement que du folklore en réalité quand on rentre dans le fond des choses. Finalement, André Dieudonné-Bert n'a pas qualité de décerner des attributs spirituels à un kidam, soit-il directeur de cabinet du chef de l'État. Il n'a pas cette qualité, non seulement parce qu'au sein de la communauté mpongoué, il est un simple individu, mais vous savez, la communauté mpongoué est autocéphale. Tous les clans ont leur autonomie. Il n'existe pas un roi des Mpongoué. Il existe des chefs de clan ou des doyens de clan. Or, même dans le clan auquel appartient M. André Dieudonné-Bert, il ne jouit pas de ce statut. Il y a des aînés dans son clan et il y a des personnes qui jouissent de plus de crédit au sein de la communauté mpongoué dans son clan qui est celui des Agekaza de Louis. Donc c'est déjà une imposture au départ, son acte, mais il est allé loin en prétendant s'exprimer au nom des autres clans absents pour la circonstance. Et là, je pense qu'il a outrepassé un certain nombre de règles qui sont de rigueur au sein de la communauté mpongoué. Et on sait que les traditions sont régies par des lois invisibles. L'homme ne s'expose-t-il pas à des sanctions prévues par les codes sociaux justement de la communauté? Non.
Disons que ça, ce n'est pas improbable, hein, ce n'est pas improbable. Ma préoccupation à moi, voyez-vous, c'est que il est admis de manière implicite de la part de tous nos compatriotes que les Mpongwes sont les dépositaires du patrimoine spirituel de l'estuaire. Lorsqu'un Mpongwes se lève et prétend administrer une bénédiction rituelle, il se trouve que nos compatriotes de l'intérieur et des autres provinces ont le sentiment que l'ethnie, la communauté Mpongwe, dans son intégralité, a pris une position. Or, il n'en est rien. Donc, c'est cette mystification, cette imposture que je condamne. Et c'est la raison pour laquelle je parle de la déconstruction de cette culture de l'imposture. Oui, on a même vu des commentaires, pour reprendre l'un d'entre eux, c'est comme ça que les Mpongwe ont vendu le Gabon aux Blancs, pour faire allusion à Farjon qui serait naturellement blanc de peau et blanc d'esprit, blanc dans l'âme, bien que le Gabon est d'adoption. Un autre commentaire à ce propos, il ne faudrait pas écouter tout ce que les vieux disent, même les idiots vieillissent. Et c'est un commentaire imputé à un ancien collaborateur d'Ali de Feu, Omar Bongo Ondimba, pour ne pas la citer longue, du moins quand on regarde les messages véhiculés à travers Facebook, l'authenticité n'a pas été prouvée. Et vous avez quelque chose à dire à ce propos? Oui, disons que, effectivement, vous venez de si bien le dire, l'authenticité, la paternité de ce message n'est pas démontrée. Hein. Donc, il est probable qu'elle ait rédigé ça ou non, mais ça n'exclut pas qu'il y a un fond de vérité. Vous savez, l'acte posé par M. André Dieudonné-Bert nous conduit à une situation que nous avons toujours essayé d'éviter dans la communauté Mpongwe, à savoir l'adage qui dit Tchagaimba. Tchagaimba, Wango Nelelu, Onero Nelelu. Il nous amènera à nous trouver dans une situation de champ de maïs dans lequel le petit maïs a une barbe et le vieux maïs a une barbe. Il n'y a plus du tout de hiérarchie et c'est l'anarchie totale. Retour sur l'actualité nationale, la vacance du pouvoir, autre sujet qui bat son plein dans la phase de maladie d'Ali Bongo depuis l'AVC qu'il a frappé fin octobre 2018 à Riyad, en Arabie Saoudite. L'Union des patriotes loyalistes est-il favorable à la vacance du pouvoir? L'Union des patriotes gabonais loyalistes, il faut déjà le dire, il faut le rappeler, est membre de la CNR. Donc, la coalition pour la Nouvelle République, un regroupement politique autour de Jean Ping. C'est exact. Donc nous sommes en phase avec le président Jean Ping, qui est le président élu, qui est donc la décision souveraine du peuple gabonais. Et il se trouve que pour nous, notre lecture est la suivante. Le président Ping a été élu par voie démocratique. Il est la décision issue du suffrage universel et par conséquent, il doit occuper le fauteuil présidentiel. Voilà la position de notre parti. Jean Ping a invité à la vacance du pouvoir. Bien sûr, le président Jean Ping invite à la vacance du pouvoir parce qu'il veut que les choses évoluent. Lui aussi, il est saturé de cet immobilisme et de ce marasme qui plombe la vie de notre pays. Mais nous nous alignons. De toutes les façons, il y a une discipline à laquelle nous devons nous soumettre dans la mesure où nous sommes membres de la CNR. Nous suivons et nous n'avons rien contre. Le président Ping est pour la vacance. Nous irons pour la vacance à condition qu'elle soit déclarée. Dynamique politique en interne au sein de l'Union des patriotes gabonais loyalistes, plus que généralistes, c'est la bifraction qui a prévalu après l'entrée au gouvernement de David Bandinga. Il en est sorti du gouvernement. Est-ce qu'aujourd'hui, cette bifraction peut révéler du passé avec un retour à la sérénité, retour dans les rangs de David Bandinga et unité retrouvée autour de l'Union des patriotes gabonais loyalistes? David Bandinga est-il plus Bongo compatible? Voilà, il se trouve que par rapport à M. Bandinga, il y a là encore une imposture. Nous insistons sur la déconstruction de l'imposture parce qu'il est inadmissible qu'un individu qui a été régulièrement destitué d'une fonction se permette d'évoluer. Non, c'est vous qui avez destitué David Bandinga après son entrée au gouvernement. Mais il a continué à tirer une aile. C'est pourquoi je parlais de bifraction de l'UPG loyaliste.
Donc il a tiré une aile qu'il continuait à brandir en tant que membre du gouvernement. Donc vous avez exclu David Badinga de votre aile, mais il continue à se prévaloir de président d'une autre aile. Nous n'avons pas attendu que David Badinga intègre le gouvernement putschiste pour le démettre de la fonction de président de l'UPGL. Ça avait été fait avant, lors d'une assemblée constitutive de réorganisation du bureau. Donc, il a été régulièrement destitué de cette fonction. Il est pratiquement dans l'imposture. Nous avions découvert depuis longtemps que David Badinga, en fait, était en mission. David Badinga, pour nous, a toujours eu un ADN, hein, il a toujours eu un ADN PDG. Donc, il a quand même été des durs aux côtés de Pierre Mamboundou, le président de l'UPG, dont est issu justement l'UPGL. Il a été, il est parti de l'UPG depuis 2005. Il était en retrait. Non, il n'était pas en retrait, il a été démis. Il se trouve que la démission n'a pas été signée par le secrétaire général Moulomba, mais il a été démis. À partir du moment où il a été démis et que le président Mamboundou ne voulait plus entendre parler de lui, tout simplement parce qu'il avait été mis devant des preuves d'intelligence avec l'adversaire politique, il se trouve que Mamboundou n'avait plus aucune confiance en lui. Et vous avez accepté de vous accoquiner avec un pareil personnage? Il revient tout simplement parce que moi je me plie à la loi de la majorité. Badinga a été rappelé sur une base identitaire. Malheureusement, la majorité de nos partis sont des partis identitaires. Et lorsque nous nous sommes trouvés, la frange qui combattait Bomba Zingi, ne parvenant pas à se trouver un porte-parole, dans la mesure où Ibinga Thomas n'était pas disponible et à l'époque Mokani Ouangou était toujours magistrat, ils ont jugé utile d'aller chercher Badinga qui avait trahi. Et qui a trahi, trahira. Donc il se trouve que Badinga était déjà en rupture de banc, était vomi par le président Mamboundou. C'est un opportuniste qui est venu avec une idée bien précise, une idée fixe, et il a abouti. Nous avions amené David Badinga à lire un communiqué hostile à la tenue, à la participation de notre parti au dialogue d'Angonjet, au dialogue pro-pouvoir. David Badinga a lu ce communiqué qui était virulent parce qu'il avait échoué dans sa mission d'emmener le parti à cette instance. Alors, pour nous, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. David Badinga est un identitaire, c'est un putschiste, dans la mesure où il se tarde d'être président d'un parti dont il n'est nullement le président et il crée une espèce de bicéphalisme ou de schisme. Mais en réalité, il n'est pas président de l'UPGL. Monsieur Paul-Adrien Adiaino Ibanga, une dernière question vient à l'esprit comme ça. Le Gabon souffre du mal d'alternance politique depuis le retour au pluralisme politique en 90. On va de hold-up électoraux en hold-up électoraux décriés. Qu'est-ce qui pourrait permettre au peuple gabonais d'appuyer sur le bon bouton, le bon levier, le déclic, pour justement basculer vers la félicité espérée-t-on? Déjà, il faut que le peuple gabonais revoie sa grille de lecture par rapport au contexte. Le frein à l'alternance politique est simplement dû au fait que le Gabon fait partie de l'enclos néocolonial français. Il y a une réalité impérialiste. À partir de ce moment, c'est la France qui tire les ficelles. Le machiniste derrière la scène de théâtre, la pièce de théâtre qui se joue au Gabon, est la France. À partir du moment où nous n'en avons pas pris conscience, à partir du moment où des leaders ou des personnalités politiques s'évertuent à dire que la France est l'ami du Gabon, tout est faux. La France n'a jamais été, n'est pas, et je doute qu'elle devienne l'ami du Gabon dans la mesure où nous sommes dans une relation de dominant à dominé. C'est la France qui gouverne le Gabon jusqu'à preuve du contraire. Et tant que les Gabonais ne s'organisent pas de manière à faire en sorte qu'il y ait un rapport de force qui rééquilibre la relation de façon à mettre la France au dos du mur, on ne parler d'alternance ne serait qu'un vœu pieux. On s'achemine vers la fin de cette émission, peut-être une préoccupation à laquelle je n'ai peut-être pas pensé. Moi, je voudrais que les compatriotes, dans leur démarche politique,
ne suivent pas les individus, mais la pratique des individus. Vous savez, la plus grosse perte de la jeunesse gabonaise, ça a été le fait que René Ndomezo ait filibusté l'AGEG. L'AGEG, l'Association Générale des étudiants et stagiaires gabonais en France, était un syndicat de formation politique, mais vraiment utile, qui a permis de former d'énormes cadres. Or, aujourd'hui, la majorité des Gabonais se lancent en politique plus par solidarité identitaire ou familiale que par conviction idéologique. Or, lorsqu'on suit les individus, lorsqu'un individu fait fausse route, on est dérouté. Par contre, lorsqu'on suit une idéologie et que le leader se compromet, l'idéologie demeure. Et donc la lutte continue avec des axes et des objectifs bien précis. Et c'est ça mon souci. Il faudrait que les Gabonais se déterminent quant à une idéologie et qu'ils s'organisent par rapport à cette idéologie, une idéologie de prise au pouvoir, de préférence socialiste, anti-impérialiste et panafricaniste. Paul Adrien Adiaino Ivanga, Masdek Info vous remercie. Je vous remercie également. Bon, on est. L'info, c'est sur www.